Hong Kong. L'une des villes les plus riches et les plus denses de notre planète. Une forêt verticale de verre et d'acier où la lumière des néons ne s'éteint jamais. Ici, au bord de la baie de Victoria, le prix du mètre carré défie l'imagination. C'est le marché immobilier le plus cher au monde. Les gratte-ciels s'élancent vers les nuages, symbole d'une prospérité économique implacable. Mais derrière cette façade étincelante, loin des centres financiers et des boutiques de luxe de Canton Road, se cache une géographie silencieuse. Une réalité que l'on ne trouve pas dans les brochures touristiques. Plus de 200 000 personnes vivent dans des espaces de moins de 2 mètres carrés. Des adultes, des travailleurs acharnés, des retraités, qui sont devenus les rouages invisibles de cette mégalopole. Bienvenue sur Terres oubliées. Comprendre le monde, c'est aussi regarder là où personne ne veut voir. Aujourd'hui, nous n'allons pas explorer une jungle lointaine ou un désert aride. Nous allons plonger au cœur du quartier de Sham Shui Po. Là où la géographie de l'extrême ne se mesure pas en kilomètres, mais en centimètres. Là où l'on loue une cage métallique au prix d'un palace. Préparez-vous à découvrir comment l'être humain s'adapte, survit et préserve sa dignité dans ce que l'on appelle les Guan Ke Fan, les habitations sous-divisées de Hong Kong. Le soleil se lève à peine sur la péninsule de Kowloon. Dans les rues de Mongkok et de Sham Shui Po, les premiers marchands ambulants installent leurs étals dans une atmosphère encore lourde de l'humidité nocturne. Nous nous tenons devant un Tonglo. C'est un immeuble résidentiel typique des années 60. Reconnaissable à sa peinture écaillée et à ses murs fatigués par la mousson. De l'extérieur, rien n'indique la densité humaine qui se trouve à l'intérieur. Il n'y a pas d'ascenseur. Il faut gravir des marches en béton inégales, usées par des millions de passages au fil des décennies. L'air devient plus dense, plus chaud à mesure que l'on monte vers le 6e étage. Une odeur persistante d'encens bon marché se mêle à celle de la friture et du renfermé. Le bruit assourdissant de la circulation urbaine s'estompe lentement, remplacé par un silence lourd, rythmé par le ronronnement continu des vieux ventilateurs d'aération. Au bout d'un couloir étroit, à peine éclairé par un tube fluorescent vacillant, une porte en bois s'ouvre. Derrière cette porte se trouve un appartement classique, conçu à l'origine pour une seule famille de 4 personnes. Mais cet espace a été découpé, cloisonné, superposé. Il abrite désormais plus de 20 adultes. C'est ici que commence le microcosme des maisons cages. L'obscurité est presque totale. La lumière naturelle du soleil ne pénètre jamais jusqu'ici, bloquée par les immeubles voisins et les planches de contreplaqué. Dans cette pièce, le jour et la nuit n'existent plus vraiment. Le temps est suspendu dans une pénombre permanente, seulement percée par la lueur bleutée d'un petit écran de télévision ou d'un téléphone portable. Une silhouette s'agite lentement dans la pénombre. C'est un homme d'une 60aine d'années, gardien de nuit dans un centre commercial. Son réveil est silencieux. Il ne peut pas s'étirer. S'il lève les bras, ses phalanges heurtent une grille en métal rouillé. S'il allonge complètement ses jambes, ses pieds touchent un panneau de bois fin. Son monde entier, sa sphère privée, est confiné dans une boîte mesurant exactement 1,80 m de long sur moins d'1 mètre de large. La structure est fascinante d'un point de vue architectural, bien que tragique. C'est un empilement géométrique de grillages, semblable à des étagères industrielles. Certains compartiments sont au ras du sol. D'autres nécessitent de grimper sur des barreaux métalliques froids pour atteindre le 3e niveau, près du plafond. Curieusement, les lits du bas sont les plus chers. Ils épargnent aux genoux fatigués des travailleurs âgés l'effort de l'escalade quotidienne. Le métal grince légèrement à chaque mouvement. C'est un son sec, métallique, qui résonne doucement dans la pièce. Mais personne ne se plaint. Le silence est une règle d'or non écrite, une courtoisie essentielle pour rendre la promiscuité tolérable. L'homme s'assied à moitié, courbant l'échine. Sa colonne vertébrale a épousé, au fil des années, la courbure imposée par ce plafond bas. Il tâtonne dans le noir pour trouver l'interrupteur d'une petite ampoule nue, suspendue à un fil électrique bricolé. La lumière jaune révèle l'intérieur de la cage. Ce que l'on remarque immédiatement, ce n'est pas le chaos, mais l'ordre extrême. La survie dans 2 mètres carrés exige une discipline militaire. Chaque centimètre cube est exploité avec une ingéniosité mathématique. Le grillage n'est pas seulement une barrière physique, c'est aussi un système de rangement vital. Des dizaines de crochets en forme de S sont accrochés aux mailles métalliques. Ils retiennent toute une vie en lévitation. Des chemises soigneusement pliées sur des cintres.
Des sacs en plastique contenant des documents administratifs importants. Une vieille montre à gousset, un rasoir manuel, une brosse à dents usée. Même une petite radio à pile, silencieusement posée dans un coin, reliée à des écouteurs. Tout est suspendu pour libérer la surface du matelas, qui n'est souvent qu'une fine natte de bambou posée sur une planche de bois dur. La natte permet de lutter contre l'humidité suffocante de Hong Kong. En été, la température à l'intérieur de ces cages peut facilement dépasser les 35 degrés Celsius. Le bois et le métal absorbent la chaleur de la ville et la retiennent comme un four. Pour pallier ce climat extrême, de petits ventilateurs USB sont fixés directement sur la grille. Ils tournent à plein régime, brassant un air chaud et lourd, créant un bourdonnement constant qui sert de bruit blanc pour masquer les toux et les soupirs des voisins. L'homme rassemble ses affaires pour commencer sa journée. Il doit se préparer dans cet espace contraint, s'habiller en position fétale. Chaque geste est calculé, précis, répété des milliers de fois. Il verrouille sa cage avec un cadenas en laiton lourd. C'est la seule sécurité dont il dispose. Ce petit clic métallique est le son qui sépare son intimité du reste du monde. Il glisse les clés dans sa poche et s'avance vers l'espace commun. Si l'on peut appeler cela un espace. C'est un couloir d'à peine 50 cm de large, bordé de murs couverts de moisissures noires. L'air y est saturé par l'odeur de déterge bon marché et de tuyauterie vétuste. C'est un espace qui défie la logique architecturale moderne. Au bout de ce couloir sombre se trouve la pièce commune. Elle mesure à peine 3 mètres carrés. C'est ici que 20 personnes doivent cuisiner, se laver et faire leurs besoins. Il n'y a pas de séparation physique entre ces activités vitales. La cuisine et les toilettes ne font qu'un. Une cuvette de toilette en céramique ébréchée trône au milieu de ce réduit. Juste au-dessus, une planche de bois usé sert de plan de travail. Un homme d'âge mûr y prépare méticuleusement son repas du soir. Il nettoie quelques feuilles de chou chinois sous un mince filet d'eau froide. L'eau s'écoule d'un robinet rouillé et tombe directement dans la cuvette en dessous. Il n'y a pas de place pour le gaspillage, ni pour le dégoût. La survie impose un pragmatisme absolu. À côté du lavabo de fortune, un petit réchaud à gaz portable est posé sur une étagère métallique branlante. Le sifflement du gaz s'échappant du brûleur se mêle au bruit des gouttes d'eau. Une petite poêle en fer noirci est placée sur la flamme bleue. L'odeur de l'huile de sésame chaude remplit instantanément l'espace confiné. Elle masque temporairement les effluves d'humidité persistante et de canalisation vieillissante. L'homme cuisine en silence. Ses gestes sont lents, mesurés, presque rituels. Il sait exactement comment bouger pour ne pas heurter les murs recouverts de carreaux de faïence jaunie. Ces carreaux sont couverts d'une fine pellicule de graisse et de condensation. La chaleur dans cette petite pièce est oppressante. Il n'y a pas de fenêtre, seulement un extracteur d'air encrassé qui tourne péniblement. Chaque locataire possède son propre petit panier en plastique. Ces paniers contiennent leurs provisions, une bouteille de sauce soja, un paquet de nouilles instantanées, un peu de sel. Ils sont suspendus à des clous rouillés plantés dans le mur, hors de portée des cafards qui fuient la lumière. Tout est étiqueté mentalement. Le respect de la propriété d'autrui est primordial dans un environnement où l'intimité est inexistante. Une fois son repas prêt, l'homme retourne vers sa cage. Il marche avec précaution, tenant son bol fumant près de sa poitrine pour ne pas renverser le bouillon. Le retour dans la boîte métallique marque la fin de sa mobilité pour la journée. Il s'assoit en tailleur sur sa fine natte. L'espace ne lui permet pas de tendre les jambes. Il mange lentement, éclairé par la lueur blafarde de l'ampoule du couloir. Il n'y a pas de table à manger. Son genou lui sert de support. Autour de lui, le silence de l'immeuble est trompeur. On entend la respiration lourde d'un voisin endormi dans la cage du dessous. On perçoit le cliquetis d'une radio lointaine grésillant sur une station cantonnaise. Cette promiscuité forcée crée une étrange forme de solidarité silencieuse. Ils partagent le même air raréfié, la même chaleur suffocante, les mêmes contraintes physiques. Pourtant, ils s'ignorent poliment pour préserver une illusion d'espace personnel. C'est une gestion millimétrée de la présence de l'autre. La gestion de la température est une autre bataille quotidienne. Pendant les longs mois d'été, l'air stagne. Les murs de béton de ces vieux bâtiments absorbent la chaleur du soleil brûlant et la restituent lentement la nuit. À l'intérieur des cages métalliques, l'effet de serre est amplifié par la densité humaine.
Les petits ventilateurs accrochés aux mailles de fer ne refroidissent pas l'air. Ils ne font que brasser une brise tiède et lourde. Les corps transpirent abondamment. Certains locataires dorment torse nu, d'autres s'enveloppent dans des serviettes humides pour tenter de faire baisser leur température corporelle. Malgré ces conditions extrêmes, l'ordre règne. Regardez attentivement la cage de notre gardien de nuit. Ses chaussures de travail sont alignées avec une précision géométrique près de l'entrée. Son uniforme est brossé et plié avec soin. Il n'y a pas de place pour le désordre. Le désordre consomme de l'espace, et l'espace est la ressource la plus rare ici. Cette discipline rigoureuse est le seul moyen de conserver le contrôle sur sa propre vie. C'est un acte de résistance contre un environnement urbain qui semble vouloir les écraser. Ils ne sont pas des victimes passives. Ce sont des travailleurs, des citoyens de cette ville, qui tentent de maintenir une existence digne dans des conditions indignes. Chaque matin, ils se lèvent de leur lit métallique. Ils enfilent des chemises propres, lavées à la main dans l'évier commun et séchées sur un cintre accroché à la grille. Ils sortent dans la rue et se fondent dans la foule de millions de personnes. Ils deviennent des employés de ménage, des plongeurs dans les restaurants, des agents de sécurité. Ils portent cette ville sur leurs épaules. Et pourtant, la ville semble les avoir oubliés. La nuit avance lentement dans l'appartement subdivisé. Le bruit de la ville ne s'arrête jamais complètement, il devient seulement un murmure grave et lointain. Les néons des enseignes lumineuses de la rue filtrent à travers les rares fentes des panneaux de bois. Ils projettent des ombres allongées sur les murs décrépits. L'homme a terminé son repas. Il nettoie soigneusement son bol avec un chiffon humide, utilisant le minimum d'eau possible. Il range sa vaisselle dans une petite boîte en plastique qu'il glisse sous son oreiller. Même les objets inanimés doivent être dissimulés, compactés. Il n'y a aucun espace vide, aucun vide sanitaire. Chaque faille, chaque recoin entre les barreaux est exploité. Il sort un vieux téléphone portable de sa poche. L'écran rayé illumine son visage marqué par les années de labeur. Il regarde quelques vieilles photographies. Peut-être des souvenirs d'une époque où l'espace ne se comptait pas en centimètres. La lumière bleue de l'écran est la seule source d'éclairage dans sa cage. Autour de lui, les autres locataires se préparent également à dormir. Le rituel du soir est une chorégraphie silencieuse. Le grincement d'une porte, le bruit d'une fermeture éclair, le froissement d'une couverture légère. Chacun tente de se faire le plus discret possible. C'est une loi non écrite de la survie en communauté hyperdense. Le bruit est perçu comme une agression territoriale. Dans un endroit où vous ne pouvez pas fermer une porte en bois massif pour vous isoler, le silence est votre seule armure. L'homme s'allonge sur le côté. C'est la seule position confortable. Ses genoux touchent presque le grillage métallique froid. Il ferme les yeux, essayant d'ignorer la sensation d'étouffement qui l'accompagne chaque nuit. Demain, le cycle recommencera. Une nouvelle journée de travail épuisante pour payer le loyer de ce minuscule espace vital. Il s'endort bercé par le bourdonnement incessant de son petit ventilateur. C'est le chant de berceuse mécanique des oubliés de Hong Kong. Le soleil monte plus haut dans le ciel d'acier et de verre de Hong Kong. À l'intérieur des vieux immeubles de Sham Shui Po, la température grimpe de façon alarmante. Les murs de béton agissent comme des radiateurs géants. Ils restituent sans pitié la chaleur accumulée la veille. Vers 10 heures du matin, l'air à l'intérieur des habitations sous-divisées devient tout simplement irrespirable. Rester dans son lit grillagé n'est plus une option pour ceux qui ne travaillent pas ce jour-là. Ou pour les veilleurs de nuit qui tentent de se reposer. C'est alors que commence un phénomène quotidien, silencieux et invisible aux yeux des touristes. La grande migration diurne. Les locataires, souvent des travailleurs âgés au corps fatigué, quittent leur réduit l'un après l'autre. Ils descendent lentement les escaliers obscurs. Leurs pas résonnent lourdement sur le ciment ébréché. Lorsqu'ils franchissent la porte d'entrée de l'immeuble, ils sont immédiatement frappés par un mur d'humidité. Mais l'air de la rue, bien que saturé par les gaz d'échappement des vieux bus à Impérial, circule librement. C'est un soulagement physique, bien que temporaire. L'objectif de cette longue marche matinale n'est pas la promenade récréative. C'est une quête vitale et stratégique pour trouver de l'oxygène, de l'espace pour étendre ses jambes, et surtout, de l'air climatisé. Dans une ville extrêmement dense où le moindre mètre carré est privatisé et monétisé, trouver un endroit gratuit où s'asseoir est un défi permanent. Leur première destination de refuge est souvent la bibliothèque publique du quartier.
C'est un grand bâtiment municipal fait de verre et de béton blanc. À l'intérieur, le contraste sensoriel est saisissant, presque brutal. Il y fait frais, presque froid. La température est maintenue à 22 degrés Celsius en permanence par d'immenses systèmes de ventilation. Le silence qui y règne n'est pas le silence oppressant et plein de retenue d'une chambre bondée où l'on a peur de déranger son voisin. C'est un silence apaisant, institutionnel, un espace mental où l'on peut enfin relâcher la pression. On peut y voir des dizaines de personnes âgées, assises autour de grandes tables en chêne massif. Certains lisent méticuleusement des journaux de la veille, tournant les pages avec une lenteur calculée. D'autres regardent fixement par les immenses baies vitrées, observant le trafic frénétique en contrebas. Ils ne sont pas nécessairement là pour l'amour de la littérature ou de l'actualité. Ils sont là pour la dignité d'une chaise confortable et le confort d'un climat tempéré. Le personnel de la bibliothèque connaît parfaitement cette réalité sociale. Tant que l'ordre et le silence sont respectés. Il ferme les yeux sur ses visiteurs réguliers qui s'endorment parfois doucement, la tête posée sur un magazine ouvert. Mais la bibliothèque n'offre qu'un asile temporaire avec des horaires d'ouverture stricts. Lorsque les portes ferment ou lorsqu'il n'y a plus une seule place assise de libre. Une autre alternative s'impose aux plus démunis. C'est un phénomène sociologique grandissant que l'on nomme ici les VMC réfugiés. Ce sont des hommes et des femmes qui trouvent un abri précaire dans les grandes chaînes de restauration rapide ouvertes 24 heures sur 24. L'environnement y est radicalement différent de la bibliothèque. Il y a une lumière fluorescente crue qui blesse les yeux, de la musique pop en fond sonore et le bruit constant des commandes criées au comptoir. Pourtant, c'est un sanctuaire fiable. Un homme entre lentement et se dirige vers la caisse. Il commande le thé chaud le moins cher du menu, comptant soigneusement ses pièces de monnaie. C'est le prix minimum à payer pour louer le droit de s'asseoir sur un petit siège en plastique dur pour les 6 prochaines heures. Il s'installe dans un coin sombre, le plus loin possible des portes automatiques qui s'ouvrent et se ferment sans cesse. Il pose soigneusement son petit gobelet en carton devant lui. Ce gobelet, c'est son passeport de légitimité, la preuve qu'il est un client et non un simple vagabond. Il croise les bras sur la table et pose sa tête grise dessus. Il tente de récupérer quelques heures de sommeil haché, un repos qu'il n'a pas pu obtenir dans la nuit étouffante de sa cage métallique. Autour de lui, la vie de la métropole continue à un rythme effréné. Des adolescents bruyants mangent des frites en riant, des employés de bureau en costume consultent nerveusement leur téléphone. Deux mondes diamétralement opposés coexistent dans le même espace, à quelques centimètres de distance, sans jamais vraiment se croiser ni se regarder. C'est une invisibilité sociale totalement assumée de part et d'autre. Cette survie au jour le jour met en lumière la fracture économique immense de cette ville-monde. Il suffit de prendre le métro souterrain, le MTR, pendant seulement quelques stations. Un trajet de 15 minutes à peine, d'une douceur mécanique et d'une propreté clinique, vous transporte dans une autre dimension. Vous émergez à Tsimsha-Tsui, sur la célèbre Canton Road, où les boutiques de haute couture s'alignent sur des trottoirs immaculés de granit. Ici, l'air conditionné s'échappe des portes grandes ouvertes pour rafraîchir la rue elle-même. Une foule cosmopolite et élégante se presse devant les vitrines étincelantes des grandes marques. Des touristes fortunés portent avec fierté des sacs d'achat en papier glacé. La valeur du contenu d'un seul de ces sacs dépasse souvent 10 années de salaire du gardien de nuit que nous avons rencontré. La richesse s'étale ici avec une démesure presque fascinante, captant toute la lumière de la ville. C'est l'autre visage de Hong Kong, le seul que les cartes postales et les brochures veulent bien montrer au monde. Pourtant, ces deux mondes extrêmes coexistent sur le même territoire, reliés par un simple tunnel de béton souterrain. Mais la distance sociale et économique qui les sépare est un gouffre vertigineux, littéralement infranchissable. Ceux qui nettoient silencieusement ces rues rutilantes la nuit dorment dans les cages métalliques le jour. C'est une symbiose urbaine cruelle, une machine économique qui consomme les plus vulnérables pour faire briller son sommet de verre. Notre immersion dans la géographie verticale et silencieuse de Sham Shui Po touche doucement à sa fin. Mais pour les centaines de milliers de résidents des Guan-Kefan, il n'y a pas de fin, ni d'échappatoire facile. Le crépuscule va bientôt engloutir à nouveau la métropole dans ses ombres électriques et son humidité. Et dans la pénombre des immeubles oubliés, les cages de fer attendent patiemment le retour de leurs occupants fatigués. Ces espaces, bien que minuscules, sont le reflet d'une immense résilience humaine. Chaque centimètre carré aménagé est une petite victoire contre le désespoir. Chaque cadenas refermé sur une grille est une affirmation de son propre espace dans un monde qui n'en offre aucun.
la nuit tombe définitivement sur la baie de Victoria et ses gratte-ciel. Les lumières de la ville s'allument, créant un spectacle éblouissant qui attire les regards du monde entier. Les bateaux de croisière illuminés glissent lentement sur les eaux sombres de l'océan. Mais dans les hauteurs invisibles de Kowloon, d'autres lumières clignotent faiblement. De petites ampoules jaunes, des écrans de téléphone portable, des réchauds à gaz. Ce sont les étoiles d'une constellation cachée, loin des regards touristiques. Elles témoignent de la vie qui s'obstine, silencieuse et digne, dans les marges de la prospérité. Quitter ce microcosme, c'est emporter avec soi une question troublante et universelle. Jusqu'où un être humain peut-il s'adapter et se contorsionner pour survivre ? Les habitants des cages de Hong Kong nous donnent une réponse physique, brutale, mais profondément touchante. Ils nous rappellent brutalement que la dignité ne se mesure pas en mètres carrés. Elle réside dans l'ordre rigoureux que l'on parvient à imposer au chaos urbain. L'homme boutonne sa chemise élimée jusqu'au cou. Il n'y a pas de miroir dans sa cage pour vérifier son apparence. Son reflet, il le trouve dans le respect rigoureux qu'il s'accorde à lui-même. Il sort de son espace confiné, s'assurant d'un geste ferme que le cadenas est bien verrouillé. Le couloir est maintenant plongé dans une obscurité presque totale. Les autres résidents dorment, ou essaient de dormir, écrasés par la chaleur de la nuit. Il redescend les escaliers de ciment, chaque pas lourd le rapprochant du tumulte de la rue. La nuit de Hong Kong ne ressemble à aucune autre. Elle ne s'éteint jamais. C'est un organisme géant qui respire à travers la climatisation et les moteurs diesel. Notre gardien s'intègre silencieusement à cette machinerie nocturne. Il marche le long des trottoirs humides, croisant d'autres ombres solitaires. Des travailleurs de la nuit, des balayeurs de rue, des trieurs de carton. Ils forment l'armée invisible qui maintient la métropole en mouvement pendant que la ville de lumière dort. Sans leurs mains calleuses, le sommet de verre et d'acier s'effondrerait sous son propre poids. Ils nettoient les excès et la saleté de la journée pour que la ville puisse briller de nouveau demain. Leurs visages restent dans l'ombre, leurs noms ne figureront jamais dans les registres prestigieux de la ville. Pourtant, ils possèdent une résilience qui force le respect. Chaque carton plié, chaque rue balayée est un acte de survie silencieux. Vers 4 heures du matin, la température commence à baisser légèrement. C'est le seul moment de répit véritable que la nature accorde à Sham Shui Po. Notre gardien de nuit, lui, approche de la fin de son service. Il a passé la nuit à veiller sur des galeries marchandes vides et des couloirs de marbre silencieux. Il regarde l'aube poindre lentement à travers les immenses baies vitrées du centre commercial. Le ciel passe d'un noir d'encre à un gris perle, puis à un bleu pâle. C'est l'heure où les deux mondes se croisent brièvement sans se voir. Les premiers courtiers en bourse arrivent dans leur voiture climatisée. Tandis que lui, il remet son insigne, prend son petit sac en plastique et entame le chemin du retour. Le trajet en sens inverse est toujours plus lourd, les jambes plus raides. Il quitte l'air conditionné pour replonger dans la chaleur naissante de la rue. Bientôt, il devra gravir à nouveau les marches de béton usées de son Tonglo. Ouvrir son cadenas lourd. Et s'enfermer à nouveau dans sa boîte de 75% de mètres cubes. Ce cycle de vie est une réalité silencieuse partagée par des centaines de milliers de travailleurs dans cette ville. Ils sont la fondation invisible sur laquelle repose l'économie florissante. Leurs cages ne sont pas de simples habitations, elles sont le reflet d'une crise structurelle profonde. Une crise où l'espace vital est devenu une marchandise de luxe hors de portée pour les plus modestes. Pourtant, malgré l'étroitesse extrême et la chaleur étouffante, il y a une dignité têtue qui persiste dans chaque petit geste du quotidien. Dans le pliage méticuleux d'une chemise ou le nettoyage soigneux d'un bol ébréché. La ville-monde continue de tourner, indifférente et majestueuse. Mais dans ses entrailles de béton, la vie résiste, millimètre par millimètre. L'adaptation humaine se révèle ici dans sa forme la plus crue et la plus poignante. C'est la fin de notre incursion dans l'ombre de Hong Kong. Un monde confiné à l'extrême, où chaque respiration est un défi partagé. Et où le silence et l'ordre deviennent les seules armes pour préserver son humanité.